Bonjour, ici Corinne Bélanger et bienvenue à votre magazine Sur le plateau. Aujourd'hui, nous parlerons du jeu théâtral de Bruno Paradis avec Émilie Harvey, d'improvisation avec Carole Arias, du chanteur Bad Blue avec Amélie Ola et du manga One Piece avec Mélina Wallet. Pour commencer, nous allons parler à Laurie Bouchard sur le retrait des trois candidats à Occupation Double. Bonjour Laurie. Bonjour Corinne. Et pour quelles raisons les trois candidats ont été expulsés? Donc en fait, Félix, Isaac et puis Philippe, ils ont été expulsés suite à de l'intimidation. Donc ils ont fait de l'intimidation à un autre candidat, donc Jonathan. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont établi un complot envers Jonathan. Donc il avait une relation avec Clémence et dans le but de le faire partir, ils ont éliminé Clémence lors des éliminations. Et qu'est-il arrivé à Félix? En fait, Félix, lors d'une élimination, il avait déjà été éliminé, mais la production a confirmé qu'il aurait quand même subi le retrait avec les deux autres candidats qui ont établi de l'intimidation. Et quelles mesures ont été prises suite au retrait des candidats? En fait, il y a plusieurs mesures qui ont été prises. Donc, pour les candidats qui ne sont pas éliminés, ils vont avoir des rencontres face à de l'intimidation, donc de la sensibilisation. Et pour les trois candidats retirés et leurs familles, ils vont avoir un encadrement assez strict. Ont-ils eu des conséquences? En fait, oui, il y a eu des conséquences. Et la plus grosse conséquence qu'il y a eu, en fait, c'est le retrait de leurs commanditaires. Donc, dans les commanditaires, on y retrouve, par exemple, Shop Santé, on y retrouve Couche-Tard, Oraki. Et Shop Santé ont même mis sur Instagram qu'eux, ils croient que l'intimidation, il n'y a pas la place dans la société pour ça, même à la télévision. Donc, ils ont décidé de se retirer pour cette raison. Et qui as-tu interviewé pour avoir toutes ces informations? En fait, j'ai interviewé Liliane Bérubé-Gagnon, qui est une travailleuse sociale en santé mentale, parce que je voulais en savoir un petit peu plus sur l'intimidation et moins sur le côté télévision. Merci beaucoup, Laurie. Merci, Corinne. Bonne journée. Nous allons maintenant nous adresser à Mélina Wallet sur les mangas et les animés. Bonjour Mélina. Bonjour Corinne. Et depuis quand existe-t-il? En fait, One Piece existe depuis 1997. C'est un manga sur lecture sur papier qui s'est transformé au visuel. En gros, c'est quoi son histoire? En fait, c'est un jeune garçon avec un corps élastique comme du caoutchouc qui veut vraiment devenir le roi des pirates dans son pays. En fait, il se bâtit un équipage avec plusieurs personnages, avec plusieurs anciens amis à lui, et il se promène sur son bateau en allant à plusieurs places différentes, en ayant plusieurs aventures, puis en vraiment vivant beaucoup de choses spéciales. Comment serait-il révolutionnaire? En fait, selon Florence Lapointe, qui est la passionnée du manga en question que j'ai interviewée, ce manga est vraiment révolutionnaire grâce à son histoire, aux sentiments qu'il évoque, puis grâce à ses visuels, à son graphisme qui a évolué depuis 1997 jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qui rend ce manga aussi spécial? En fait, c'est sa longévité. Le manga comporte au-dessus de 1000 épisodes, ce qui est très, très, très long. Et on vit avec les personnages. On a vraiment le temps de s'attacher. On a vraiment le temps de mieux les comprendre selon Florence. Ça donne le temps aux nouveaux et aux anciens qui regardent des animés de s'attacher et à vraiment avoir un bon moment plus long que des mangas qui durent vraiment moins longtemps que ça. Et à quel point ce manga et cet animé est-il populaire? En fait, c'est vraiment plus populaire au Japon, en Corée, en Chine qu'ici, parce que malheureusement, ici, c'est moins connu, c'est moins populaire, la culture des mangas. Mais très rapidement, surtout Florence, ici, ça va grandir, la popularité va grandir dû aux épisodes qui grandissent et qu'il y en a plus. Donc, avec le temps, ça va vraiment être plus populaire que ça l'était déjà. Merci beaucoup, Mélina. Merci à toi. Nous allons maintenant parler à Amélie Ola à propos du chanteur Bad Blue. Bonjour Amélie. Bonjour Corinne. Et comment l'artiste-compositeur Bad Blue a-t-il commencé sa carrière? En fait, ça faisait déjà plusieurs années qu'il traînait, qu'il laissait sa guitare vraiment traîner dans la poussière dans son placard. Puis là, il s'est dit, il y a 2 ans et demi, en début de pandémie, il s'est dit, OK, là, j'aurai le temps, on n'a rien à faire, on est enfermés chez nous. Donc, il a enfin pris la décision de se motiver à vraiment apprendre la guitare de A à Z par lui-même. Donc, son côté autodidacte, ça lui a vraiment permis de performer, jusqu'à aujourd'hui. Puis après, ça s'est poursuivi par le beatmaking et autres sur l'ordinateur. Quel style de musique joue-t-il? Justement, en ce moment, il cherche vraiment à s'approprier son style de musique à lui-même. Donc, il cherche à créer quelque chose de nouveau. Mais pour l'instant, ça peut prendre plusieurs années ou plusieurs mois, peu importe. Donc, il considère vraiment ses musiques comme un style de musique rap québécois pour l'instant. A-t-il un projet futur en tête? Oui, justement, ça fait plusieurs mois qu'il travaille sur un micro-album qui prévoit sortir en 2023. Pour l'instant, il croit que son micro-album il va contenir environ 5 chansons.
Il vise vraiment à faire des chansons qui sont musicalement diversifiées, donc avec plusieurs styles de musique, plusieurs émotions, vraiment jouer avec plusieurs choses. Ouais. Et quel genre de difficultés a-t-il rencontré au début de sa carrière? Mais si on prend en compte le fait qu'on était en pleine pandémie, donc il devait l'apprendre par lui-même, c'était très difficile le fait d'adapter ses doigts en fait avec toutes les techniques reliées à la guitare. Et quelles ont été ses inspirations principales? Il s'inspire depuis le début de plusieurs chanteurs québécois, donc en particulier Émile Bilodeau. Ensuite, on a également Hubert Lenoir et plusieurs autres. On a également plusieurs autres chanteurs américains, donc on a Mac DeMarco et sans oublier aussi un rappeur qui a décédé il y a 4 ans malheureusement, Mac Miller. Merci beaucoup, Amélie. Bonne journée. Merci à toi aussi. Nous allons maintenant nous tourner du côté de Carole Arias. Bonjour, Carole. Bonjour Corinne. De qui allons-nous parler aujourd'hui? Bien, aujourd'hui, nous allons parler de Félix Lavoie, un ancien joueur de la Ligue d'improvisation du Cégep de Jonquière. Quel est son poste actuel? En ce moment, il est arbitre justement à la Ligue d'improvisation du Cégep de Jonquière, mais il est aussi responsable de la Ligue d'improvisation du secondaire au Patro de Jonquière. Donc, l'aliéné, il s'occupe aussi de la Ligue d'improvisation senior, aussi au Patro, qui s'appelle la Philo. Quel a été son parcours pour s'y rendre? Eh bien, Félix, c'est vraiment une personne qui était une personne sportive. Il a essayé plusieurs sports, mais rien qui l'intéressait vraiment. Il faisait aussi du jeu de rôle avec des amis. Puis un de ses amis lui a demandé « Pourquoi tu ne ferais pas de l'improvisation? » Donc, il a essayé, il a vraiment accroché, il a trouvé sa voie dans cet art. Il a fait 3 ans d'improvisation au secondaire. Il a continué au cégep en improvisation. Durant ses années au cégep, il a fait le conseil de noyau et le conseil décisionnel de la Liège. Et durant aussi son cégep, il a été coach d'improvisation pour le secondaire. À la suite de ça, il a lâché un peu l'improvisation pour se diriger vers la gestion des ligues d'improvisation. Donc, qu'est-ce qui nous apporte à pourquoi il dirige en ce moment la ligue d'improvisation du secondaire et senior au Patro. Depuis quand pratique-t-il l'improvisation? Bien, il pratique l'improvisation depuis son R2 et j'ai pu le remarquer de mes propres yeux. Cet été, il a fait la philo et j'espère qu'il va continuer dans cet art parce que c'est vraiment quelque chose qui s'éblouit là-dedans. En gros, quelles sont ses motivations pour continuer? Eh bien, ses motivations dans cet art ont vraiment été de donner tout ce qu'il a eu durant ces années-là. Donc, l'amitié, la créativité, vraiment l'humour, l'attention qu'il a reçue. Il veut tout donner les valeurs qu'il a reçues durant ces années à la nouvelle génération dans l'improvisation. Merci beaucoup, Carole. Nous allons maintenant parler à Amélie Harvey. Bonjour, Amélie. Bonjour Corinne. Donc, de qui on va parler aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler de Bruno Paradis, un comédien originaire de la ville de Normandin, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Comment son parcours l'a amené jusqu'ici? En fait, Bruno, de base, a découvert le jeu en étant au cégep dans le programme Arts et lettres communication. Puis c'est vraiment là qu'il a eu la passion pour le jeu. Il a ensuite décidé, avec l'aide de ses amis, de s'inscrire à l'École nationale du théâtre de Montréal. Et là, c'est vraiment là qu'il a été propulsé sur scène. Quels sont ses projets les plus importants? Écoute, ses projets les plus importants, il en a fait beaucoup à Montréal, mais vraiment, en revenant au Saguenay, il a eu l'occasion de se réinventer. Il a notamment travaillé avec le projet 18 clos, un projet régional qui encourageait les arts vivants, les arts théâtraux et la culture saguenayenne. Ça a vraiment changé sa perspective parce qu'il a eu l'occasion de jouer un petit peu plus dans la mise en scène ainsi que le scénario. Comment l'enseignement a changé sa perspective sur le théâtre? Bien, en fait, Bruno, c'est quelqu'un qui adore inculquer, qui adore forger l'individu pour qu'il acquérisse une belle expérience. Il est tout le temps ouvert à ça. Donc, ça lui a permis d'avoir une autre dimension du côté théâtral et ça lui a aussi fait prendre conscience de l'importance du jeu physique, de la posture corporelle. Il le cite, il a même dit, le personnage, il existe avant même de parler. Donc, pour lui, c'est vraiment important. Et d'ailleurs, il a exploré cette thématique-là parce que récemment, il a joué le rôle de Batalos dans la pièce Le Chant du Bègue et c'est vraiment un rôle principal, mais quasi muet, moins de 100 répliques, ce qui est quand même assez incroyable dans une pièce. Quel conseil donnerais-tu pour réussir une pièce de théâtre? Bien, Bruno donnerait le conseil de vraiment, c'est important d'établir une bonne relation de confiance entre le comédien et le metteur en scène. Évidemment, c'est important de communiquer, de ne pas laisser de place à la méfiance et au doute. Et en finissant, c'est important de bien choisir ses projets. Il faut au moins 2 des 3 aspects. C'est important de regarder l'ambiance en général, comment c'est, l'aspect financier, évidemment, l'engouement qu'on a personnellement pour le projet. Merci beaucoup, Amélie. Merci. On remercie tous nos journalistes, Amélie Harvey, Carole Arias, Amélie Ola, Mélina Ouellette et Laurie Bouchard.
Merci à vous aussi, chers téléspectateurs. Bonne journée.